Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Rémi Camus, explorateur qui a traversé le Mékong en hydrospeed, donc 4450 km je crois, donc un sacré parcours. Qui a également traversé l'Australie en courant, donc un marathon tous les jours sous 40 degrés. Donc je vous laisse imaginer l'exploit. C'est bien ça, Rémi ? C'est ça, exactement. 5400 km en Australie pendant 100 jours. Génial. Donc Rémi Camus, comment ça va ? Eh ben ça va super bien, merci beaucoup. Même si on est sur deux endroits différents de la planète, c'est super cool. Super. Alors, comme je te disais, le but de cette interview, c'est de connaître ton histoire, de savoir quelles ont pu être les croyances qui ont pu te limiter quand tu étais plus jeune, comment tu les as dépassées, et selon toi, aujourd'hui, quelle inspiration tu transmets. Voilà, donc l'idée, c'est d'abord de connaître ton histoire. Donc je commence par une question simple. Enfant, qu'est-ce que tu désirais ? Enfant, qu'est-ce que je désirais ? J'ai toujours eu une enfance un peu, je dirais, particulière, parce que je vivais à la campagne très très reculée, loin des grandes villes. Je ne savais pas ce que c'était un centre-ville, tu vois, on était vraiment au beau milieu du bush français, voilà, pour rappeler un peu l'Australie. Et en fait, je passais mes vacances et mes week-ends soit dans la forêt à construire des cabanes, soit au bord de la rivière à aller pêcher. Et on faisait que ça. Et en fait, tu te prends un peu pour Robinson Crusoe, tu te prends un peu euh, pour un jeune aventurier parce que tu kiffes aller te promener dans la forêt, à construire tes cabanes, à trouver comment faire pour que ça soit toujours plus grand, plus majestueux, pour faire des cabanes sur 2 étages parce que tu dis que c'est quand même cool de pouvoir avoir un étage en haut et de surplomber les autres. Et donc, je rêvais de pouvoir, m'évader autrement que d'être en grande ville ou dans des métropoles, mais d'être en plein milieu de la forêt. Et ça, j'adorais ça. C'était un moment à moi, avec mes copains, avec mon voisin, avec ma petite sœur. On passait beaucoup de temps dans les forêts parce qu'on aimait beaucoup ce contact avec la nature, avec les arbres. Et je me souviens, de partir me promener en forêt avec mon père, d'aller ramasser des champignons. Je me rappellerai même une fois où mon père m'expliquait qu'il faut ramasser ces champignons-là et c'est tout. Et j'avais pas fait gaffe et j'étais revenu avec un panier rempli de champignons. Et je t'as vu papa, ils sont trop bien. Il y en a même un qui est tout rouge là, avec des petits points. Il est beau, il est trop beau. Et mon père fait, t'es vraiment trop con toi. Voilà, du coup faut tout jeter à la poubelle parce que ça il est pas bon, il est mortel. Mais pour nous c'était très drôle parce que j'étais inconscient de cet environnement, mais j'aimais beaucoup m'y retrouver parce que c'était plaisant et c'était très agréable. D'accord, donc chez toi, il y avait quand même cette envie de fuir la ville, en fait, qui te plaisait pas. Alors, c'était un milieu qui te convenait pas à ce moment-là. Ouais, puis ça a toujours été trop vite. Enfin, ça allait très vite. Il y avait toujours trop de personnes, trop de monde. Euh, et, et ayant vécu qu'à la campagne, j'avais pas du tout cette envie de pouvoir partir et vivre en ville. J'y allais forcément de temps en temps en grandissant parce que j'ai passé mon collège, puis ensuite le lycée, et forcément c'est dans des grandes villes, donc tu te retrouves à devoir aller en ville, mais les mercredis après-midi, tu vois, on avait forcément des sports co à l'école. Et j'allais rarement faire les compétitions parce que la seule chose qui m'intéressait, moi, c'était vite de monter dans mon bus, de rentrer à la maison, de prendre mon vélo, de prendre ma moto de cross et de partir me promener dans les chemins tout seul et de m'amuser. Et j'adorais cette solitude. J'aimais bien me retrouver tout seul, des fois d'arrêter la moto ou le vélo en plein milieu d'un chemin et de rien faire et de juste être là à contempler. Et Ah oui, donc j'adorais ces moments-là. il y avait déjà ce besoin de liberté, en fait, chez toi, tout petit, alors.
j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça, et très jeune, et forcément, bah, tu te fais rattraper par le cours de la vie. Il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut trouver un boulot, et on trouve rarement un travail en plein milieu d'une forêt. Donc forcément, il faut se rapprocher des gens un peu plus civilisés. Donc tu coupes ta liberté parce que tu es rattrapé par ton devoir. Et donc j'ai poursuivi après dans la restauration. D'accord, et est-ce que tu avais déjà un rêve qui émergeait quand tu passais du temps donc dans la forêt, quand tu étais petit, que tu partais donc sur les chemins? Tu avais déjà un rêve qui se dessinait, même si tu savais pas trop à quoi ça correspondait, ou pas du tout? C'était juste, J'avais pas forcément de rêve quand j'étais petit. Hein. J'arriverais pas à remonter aussi loin pour me remémorer tout ça, mais je me souviens quand j'avais 11 12 ans, je kiffais tous les reportages avec Katia et Maurice Kraft, qui étaient des célèbres vulcanologues. Et je trouvais ça tellement passionnant, ce rouge de la lave, les volcans gris, ces nuits ardentes, le pouvoir de la Terre, etc. Et c'est quelque chose que j'aurais toujours aimé faire, me lancer de faire de longues études pour pouvoir acquérir suffisamment de connaissances et un jour pouvoir dire je suis géologue, je suis également un vulcanologue. Sauf que j'ai j'ai rencontré les mauvaises personnes entre guillemets, un professeur en physique, je sais plus son nom, qui m'avait dit de toute manière t'es nul, tu pourras jamais faire ça. Bon, et du coup je l'ai accepté parce que t'es un enfant et tu as une parole d'un adulte et tu te dis entre guillemets l'adulte, donc l'ancien par rapport à moi, doit avoir la sagesse. Et en fait, s'il le dit, c'est parce que il en est conscient que j'ai des très mauvais résultats en mathématiques, ce qui était pas faux. Hein. J'étais une buse, c'était catastrophique, et j'étais pas bon en physique non plus. Mais je trouve que c'est dommage de réagir comme ça. Il l'a peut-être pas fait volontairement, j'en ai strictement aucune idée. Mais en tout cas, ça blesse et ça marque tout de suite un bien enfant. sûr. Et en fait, on se rend pas compte que des fois des simples phrases, quelques mots, ça peut blesser complètement des gens sur une période très très longue. Et je m'en souviens encore, tu vois, j'avais 11, 12, 13 ans, je sais plus, et je m'en souviens encore. Et oui, donc là, tu t'es senti limité par ce professeur qui t'a jugé à partir de résultats finalement qui sont déconnectés de la réalité, parce que bon, ce qu'on apprend à l'école, enfin, je dis pas que c'est complètement déconnecté de la réalité, mais en tout cas, c'est peut-être déconnecté d'un travail de géologue, ça c'est sûr. Et donc, il t'a inculqué la croyance que de toute façon, t'étais pas fait pour ça. C'est ça, exactement. Et du coup, il fallait que je revienne plus sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre en soi, parce que c'était un rêve qui était du coup inaccessible de devenir géologue parce que j'étais mauvais. Donc je pouvais pas accéder à ce que j'aurais aimé faire et pouvoir aller étudier des volcans. Ah, donc à ce moment-là, tu pensais que t'étais mauvais. Donc. Oui, oui, bien sûr. Après, je le cache pas non plus. Je sais que j'étais mauvais en mathématiques et en physique, mais pour moi, il y a un gap entre une personne qui manque de connaissances en mathématiques et en physique et la passion, etc. Enfin, toi, on peut pas. Il y a plein de choses à séparer et et l'enseignement, chose que je fais maintenant en tant que formateur, que ce soit en survie ou même en entreprise, ou même dans les conférences en entreprise ou dans les écoles, ce que j'essaye de leur partager, c'est la passion. Pourquoi je fais ça et pourquoi je le fais avec passion. Et en fait, c'est ce que je dis aux enfants, je fais, si vous faites des choses avec passion, putain, mais vous transmettez un truc. Et ça, la personne qui est en face, elle le reçoit. Et c'est tout de suite beaucoup plus facile quand on a un enfant qui ressort de la classe avec des étoiles dans les yeux parce que je lui ai parlé de mes aventures et que tout d'un coup ils sont tous en train de me dire mais comment on fait pour devenir un explorateur et tout. Je dis non, on va se détendre les enfants, vous avez 8 ans, ça va bien se passer. Mais je trouve que c'est super, et quand tu le fais avec passion, eh bien forcément tu as un vrai retour. Et je pense que c'est ce qui manquait en tout cas peut-être à ce professeur de faire les choses avec passion, chose que j'avais pas peut-être réussi à capter. Et des fois on le voit, on voit la différence. Moi j'ai mon beau-frère qui est prof d'économie sociale, mais j'adore parler avec lui.
parce qu'il est passionnant, mais il n'arrête pas. Et je lui dis, mais j'aurais kiffé d'avoir un prof comme toi à l'école, parce qu'il part dans tous les trucs possibles imaginaires. Il fait voir des films, il revient du week-end, il fait, oh, j'ai trouvé un truc, les enfants, je vais vous parler, tout ça. Et en fait, il parle avec passion. Et je trouve que c'est tellement communicant que ça casse plein de barrières. Et c'est ce qui manquait probablement à cette personne. Bien sûr, et c'est ce qui manque beaucoup d'ailleurs, en fait, à beaucoup de professeurs, même de notre ancienne génération. Alors aujourd'hui, bon, il y a une évolution effectivement, parce qu'il y a de plus en plus l'émergence donc du développement personnel, des mouvements de thérapie, etc. Donc forcément, il y a beaucoup de professeurs qui se posent des questions et qui changent leur pédagogie. Même s'ils sont pas follement passionnés, ils vont quand même essayer de réfléchir. Mais c'est vrai qu'à notre génération, à l'époque, c'était très facile de recevoir des jugements sur notre travail. Et alors, le problème, c'est que l'inconscient, il fait pas la différence entre notre travail et la personne qu'on est. Donc en fait, si on va nous dire ah bah ta dissertation ça va pas du tout, elle est vraiment pas bien, t'as rien respecté, etc. En fait, c'est très difficile de pas le prendre personnellement parce que souvent on va te dire non mais le prends pas personnellement, c'est ton travail. Oui, mais en fait Si c'est mon c'est très travail. difficile. Ouais, et puis on ne peut pas faire la différence quand on est enfant. Parce que quand on est enfant, on n'a pas assez voilà de vécu et d'expérience, donc tout se mélange, si tu veux. Donc pour nous, le travail fait corps avec notre personnalité. Donc c'est là où c'est justement c'est pour ça que c'est très intéressant à analyser parce que c'est le départ de toutes les croyances limitantes individuelles en fait, l'éducation. Bon et bien sûr nos parents également si on a des parents qui nous jugent aussi. Ça dépend de chaque famille, mais d'accord. Quand tu étais enfant ou adolescent, est-ce que tu te voyais d'une certaine manière, toi? Non, parce que j'étais quelqu'un. Alors j'aimais beaucoup l'humour. Je faisais rire les gens. J'adorais le sport, donc je passais beaucoup de temps à faire le zouave. Mais forcément, on se cherche un peu. On sait pas. Puis quand on a des réponses comme ça par des professeurs, eh bien du coup, on sait pas vraiment où se diriger. Moi, je trouve que c'est exemplaire entre guillemets. Je sais pas si c'est le terme. Mais quand t'as un gamin qui me dit à l'âge de 7 8 ans, moi je ferai ça plus tard. Ah ouais? Waouh, c'est ouf! Mais comment tu sais? Parce que voilà, j'ai une amie qui est à l'heure actuelle, elle est avocate, et c'était le cas. Je l'ai rencontrée, elle devait avoir 6 7 ans. C'était une gamine, et elle me disait, Rémi, un jour je serai avocate. Oui, bon, on va continuer de jouer avec tes poupées, toi. Et maintenant, elle est avocate. Et je fais, ah, merde. Et je trouve que c'est fort, quoi, d'être capable d'être convaincu de, je suis fait pour ça. À 15 16 ans, moi, j'étais juste fait à faire le zouave avec ma moto de cross, à aller me promener et à profiter de la vie, d'aller dans la forêt, de faire des feux de camp le soir parce que j'adorais faire ça. Et voilà. Et je savais pas du tout où me diriger. J'étais un petit électron qui se promène un peu partout et j'avais besoin de dépenser mon énergie. Voilà. Mais après, j'avais pas de but très précis. Et tu faisais déjà du sport alors à ce moment-là? Je faisais du sport, mais pas du sport en club. J'ai fait du sport en club quand j'étais gamin, vraiment tout petit, jusqu'à l'âge de peut-être 9 10 ans. J'ai fait du sport et après j'ai arrêté de faire du sport en club et je faisais du sport sans être dans un club, juste pour moi. Donc je faisais beaucoup de moto de cross, j'ai fait de la course à pied, du vélo et indirectement, vu que je grimpais dans les arbres presque tous les jours ou tous les week-ends et toutes les vacances, indirectement, bah, on fait du sport hein, parce que grimper dans les arbres, c'est très physique. Et donc j'ai toujours été plein d'énergie quand j'étais gamin et j'adorais faire ça. En tout cas, c'était un très bon exutoire. D'ailleurs, je remercie énormément le sport pour avoir sauvé mon baccalauréat parce que je crois que j'ai eu 21 sur 20 et j'aurais pas eu le sport, je crois que j'aurais pas eu mon bac. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Justement, on va en reparler du bac. Alors, par quoi tu as commencé donc après ton bac? Vers quoi tu t'es dirigé? Et en fait, je me suis dirigé vers la seule chose que je trouvais agréable quand j'étais petit. Quand j'étais tout gamin, j'étais passionné par les volcans, j'avais plein de livres à la maison, et j'étais aussi passionné de ma maman. Quand je rentrais dans la cuisine, je kiffais le dimanche, ma mère était habillée avec son tablier,
Et je rappelle, les murs de la cuisine étaient verts, il y avait un peu de faïence au mur, il y avait la hotte. Et ma mère cuisinait le dimanche matin vers 9h, 9h30 pour le repas du midi et des fois pour le repas du soir. Et en fait, je kiffais rentrer dans la cuisine. Il y avait la radio qui était allumée et tu avais un peu de vapeur qui était sur le plafond de la cuisine. Et il y avait cette odeur que tout le monde connaît, de l'oignon qui est ciselé finement dans un grand faitout avec une petite noisette de beurre et un petit filet d'huile d'olive. Et je me rappellerai toujours où je venais, je prenais la chaise, je posais la chaise, je montais sur la chaise, et hop, et je regardais, je fais, et qu'est-ce que tu fais, maman? Elle fait, bah là, c'est un oignon ciselé avec du beurre. Je fais, oh, c'est trop bien et tout. Elle fait, ouais, bah, c'est qu'un oignon ciselé avec du beurre. Et je trouvais ça tellement agréable à regarder, dès que ça crépitait à l'intérieur. Je fais, oh, puis ça change de couleur, ça devient un peu brun, tout ça. Elle fait, ouais, bah justement, là, faut que j'arrête. Hein. Et elle m'expliquait ce qu'elle faisait. Et je trouvais ça tellement passionnant que j'ai dit un jour, je deviendrai cuisinier. Parce que je trouvais que c'était fou de pouvoir travailler la nourriture qu'avec un oignon, un peu de beurre, un peu de farine, un peu de ci, un peu de ça, de la viande, tac, 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 tac. Et là, tu fais une super blanquette de veau et tu fais, oh, mais c'est trop bon. Et je trouvais que c'était passionnant et elle m'expliquait, elle fait, mais tu sais que c'est un vrai métier, être cuisinier. Tu peux faire ça après dans des restaurants et par la suite, eh bien, servir des plats à des clients qui payent pour venir manger. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc j'avais ces deux options entre les volcans et puis et la cuisine. Bon bah, tu comprends que ça a été vite fait au niveau du choix vu que j'étais mauvais en mathématiques et en physique d'après ce professeur. Du coup, ben, je suis passé sur la deuxième option et j'ai intégré le lycée hôtelier, le lycée Jacques Coeur à Bourges en région Centre-Val de Loire. Et j'ai intégré la section parce que je voulais devenir cuisinier. C'était un truc de pouvoir travailler dans une cuisine et travailler les aliments, les mets pour pouvoir sortir des repas magnifiques qu'on peut servir aux clients. Super. Et donc, tu as commencé après ces études-là à travailler en tant que cuisinier? Ouais, en fait, j'ai pas fait de longues études. Mes parents se séparaient et je voulais poursuivre. En fait, forcément, le fait de rencontrer des gens t'amène toujours à de nouvelles choses. Et j'ai commencé avec la ferme intention de devenir cuisinier. Et plus le temps passait, et plus je trouvais que travailler dans la salle et rencontrer les gens et discuter avec les clients devenait intéressant. Donc je me suis dit, après le bac, je vais essayer de faire un BTS dans le tourisme parce que je trouvais ça passionnant. Et mes parents se séparaient, donc fallait que je change complètement de ville. Donc malheureusement, j'ai pas pu continuer. Et donc j'ai fini avec un bac technologique en restauration et j'ai attaqué les études. Enfin après, j'ai attaqué directement le travail et j'ai commencé à travailler. Je m'en rappellerai toujours. Hôtel Le Miramar à Biarritz. Ah, Biarritz. Ouais, à Biarritz. Et j'avais tout juste 18 ans quand je travaillais Ah là. oui, Ouais, tout ouais, jeune. ouais, ouais, j'ai eu mes 18 ans et je suis parti directement travailler à l'hôtel Le Miramar en cuisine et j'ai fait deux, peut-être 2, 3 années en cuisine. Et en fait, je kiffais tellement de voir les serveurs venir habillés correctement, tout ça, à apporter les plats. Et en fait, j'étais frustré de me dire, merde, le plat que j'ai fait, il est terminé, je le pose sur le passe et personne va me dire s'il est bien ou pas, tu vois. Et c'est le Ouais, serveur qui prend l'assiette et qui va l'emmener au client. Le client la déguste et le client dit au serveur, c'était super bon, merci beaucoup, blablabla. Et vous pourrez dire ça à la cuisine. Et le serveur, s'il avait le temps, il descendait en cuisine pour te dire c'était top, merci, tout ça. Mais sinon, on avait très peu de retours. Donc, les retours, des fois, c'était même le chef qui partait en salle, qui se présentait et qui recevait les félicitations, bravo chef pour ce repas, etc. Mais nous, enfin, toi, t'es nouveau dans la cuisine, tu recevais rien du tout. Et je disais, ça me va pas ça. Moi, j'aime bien en fait, j'aimerais bien savoir eh oui. comment est-ce qu'ils trouvent les plats, etc. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter la cuisine, même si j'adore ça et je cuisine tout le temps ici à la maison. Mais j'ai décidé d'arrêter la cuisine et de passer directement en salle pour pouvoir avoir la conversation avec les clients. Et en fait, j'ai trouvé le truc passionnant parce que pour moi, la restauration, c'est l'un des plus beaux métiers parce qu'on apprend, c'est beaucoup de discipline. Il y a beaucoup de valeur dans la restauration. Il faut se lever le matin.
de bonne heure. Il faut se raser, il faut s'habiller, il faut avoir des chemises repassées, il faut avoir ses chaussures cirées. J'ai jamais fait l'armée, tu vois, mais ça me rappelait un petit peu ce côté, tu vois, très militaire et structuré qu'on doit avoir. Et je trouvais ça intéressant d'être ponctuel, de savoir dire bonjour, merci, d'avoir de la connaissance, les accords mets-vins, le service à la française, le service à l'anglaise, le découpage au guéridon. Enfin, tu avais plein de connaissances et je trouvais ça passionnant. Et c'est pour ça que je me suis dirigé ensuite vers la salle parce que je kiffais en fait de pouvoir faire tout ce petit monde. Et j'ai comme ça gravi les échelons en passant de serveur à chef de rang, puis chef de rang à ce qu'ils appellent, alors c'est un mix entre du français et de l'anglais, le supervisor, c'est un peu, ouais, c'est un truc un peu bancal, des fois au manager. Et je trouvais qu'il me manquait un truc à mon échelon dans la restauration, parce j'ai travaillé dans plein de restaurants en France et à l'étranger, et on gravit les échelons, et j'avais déjà vu une grande partie de l'univers de la restauration, et j'avais appris beaucoup de choses, mais je voulais finir sur une belle note, me dire, si un jour je dois arrêter ce métier, eh bien, je veux l'arrêter en étant, tu vois, au top. Je veux arrêter en disant, j'arrête maintenant parce que c'est ce que je voulais atteindre. Et j'ai réussi à avoir le job que je voulais, c'était de devenir un jour maître d'hôtel. Et un jour, on m'a dit, j'ai commencé en tant que chef de rang et on a terminé mon contrat. C'était, vous êtes maître d'hôtel de l'établissement. Et là, j'ai dit, putain, moi, Rémi, je suis maître d'hôtel, enfin, tu vois, en étant, en commençant vraiment en bas de l'échelle avec juste un bac. On est souvent jugé, tu sais, en France sur le fait de pas avoir beaucoup de diplômes, pas avoir ceci, on te pointe du doigt. Puis la restauration, mine de rien, c'est quelque chose qui est très rabaissant parce que la plupart des gens avec qui tu peux travailler, les gens te disent mais moi je suis étudiant, j'étudie, je suis en médecine ou je suis en droit. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fous là? Il fait non, mais c'est juste un travail comme ça pour gagner un peu d'argent. Je dis mais merde. L'autre, il étudie et puis il travaille quand même ici. Et il a le même poste que moi. Et moi, je me suis fait chier à aller à l'école pour apprendre à porter des assiettes et à faire les accords mets-vins. Et en fait, c'est vachement déstabilisant et rabaissant parce que tu te dis, en fait, pourquoi j'ai fait ces études si à côté, euh, en faisant autre chose, j'aurais pu atteindre le même poste, quoi. Et c'est quelque chose qui rabaisse forcément. Et c'est peut-être la, le tout, enfin, c'est peut-être voilà la somme de toutes ces choses-là qui a fait un jour, j'ai complètement basculé pour devenir aventurier explorateur. Oui, justement, on va revenir là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté très sécurisant en France dans les études. Donc justement, là, on a une belle croyance limitante que quand tu ne fais pas d'études, tu ne sécurises pas un avenir. Alors que tu montres tout le contraire et plein d'autres exemples montrent le contraire, évidemment. Et c'est là justement où je trouve ça intéressant, c'est que même si tu avais peut-être cette frustration de te dire bon bah voilà, lui il fait la même chose que moi alors qu'il a pas fait les études pour, tu restais quand même dans ta tête passionné et ça restait je pense que voilà, vous deviez sûrement pas le faire avec la même motivation. Non, Celui qui pas du était tout. en droit et voilà qui se levait et toi qui avait un vrai qui avait une vraie implication en fait l'expérience de toute façon c'est toujours ce que tu en fais, c'est pas l'expérience en elle-même qui peut te changer, c'est que fais-tu de ton expérience. Et j'aimerais juste revenir parce que tu as dit que tu as travaillé à l'étranger aussi en tant que donc cuisinier ou non là t'étais chef Oh de rang à non, j'étais l'étranger. en tant que serveur, chef de rang. Ouais. D'accord. J'ai travaillé Et en Pologne, j'ai travaillé en Angleterre, et c'est pas le même regard. voilà, c'est là que j'allais te poser la question. Quelles étaient les perceptions qui t'ont semblé différentes justement? Bah déjà, les gens que tu retrouves dans les pays, que ce soit anglo-saxons, etc., Pologne, la France, au niveau de la restauration, c'est quand même quelque chose de très on a une vraie gastronomie. Donc, tu vas aller dans des restaurants 2, 3, 4 étoiles, tu vas voir des gens qui ont fait des études dans la restauration pour pouvoir obtenir ce poste et ils ont des connaissances et un savoir-être, savoir-faire. Enfin, c'est passionnant. Quand tu vas dans des pays anglo-saxons, il n'y a pas du tout. Tu vas trouver toutes sortes de personnes qui travaillent dans la restauration parce que c'est la plupart du temps des étudiants qui viennent d'autres pays, qui viennent travailler, etc. Juste pour pendant 2 mois, 3 mois, etc. Mais
il n'y a pas de jugement. Et c'est ce que je trouvais pas. Personne te juge pour ce que tu as fait, tes études, etc. Il n'y a pas de jugement. Alors peut-être que c'est euh, le fait qu'on soit dans un pays anglo-saxon et que c'est pas latin comme chez nous, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de jugement. Et ça, je trouvais ça juste très agréable. Et en fait, tu vas au travail avec la banane parce que, en fait, c'est fun. Tu passes des bons moments. Tu peux avoir des personnes qui sont dans le droit, encore une fois, dans la médecine, dans n'importe quoi, mais ils sont là pour travailler et ça se passe toujours dans la joie et la bonne humeur. Et je trouvais ça super sympa et agréable qu'il n'y ait pas ce jugement où on te pointe du doigt de dire bah, t'as que ça comme étude, t'as fait que ça et bon bah moi je serai un jour peut-être docteur en blablabla et pas toi. Et, euh, et en fait c'était le côté très agréable de pouvoir partir à l'étranger. D'accord. Oui, donc là, dans l'exercice, si tu veux, du fait d'être chef de rang, il y avait rien qui te limitait dans l'absence de reconnaissance, envers toi-même finalement, puisqu'on n'était pas dans une société qui émet de jugement. C'est ça. Là, tu ressentais de la reconnaissance, rien qu'en discutant, avec les gens, alors qu'en France, c'était pas le cas. Ouais, c'est encore différent. Mais ça évolue, tu vois, entre mes 18-19 ans et mes 36 ans maintenant, on voit vraiment une évolution où le, on n'aborde pas les choses de la même façon, on n'aborde pas le dialogue avec les gens de la même façon, et on voit qu'il y a une évolution. Alors après, je ne suis pas retourné en Angleterre depuis, je ne sais pas du tout comment ça a pu évoluer, je ne sais pas comment ça a pu évoluer en Pologne quand je travaillais en Pologne, mais en France, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution sur les mentalités. Et ça, c'est agréable. C'est vrai. Tu avais quel âge quand tu étais en Angleterre ou en J'avais Pologne? 20 ans, 21 ans, D'accord. un truc comme ça, ouais. Et alors, quand est-ce que tu as senti que là, tu avais plus envie donc de travailler dans la restauration? Quel a été le moment? Est-ce qu'il y a eu un moment peut-être difficile, une période un peu plus sombre ou C'est pas des périodes difficiles, je commençais à en faire le tour, mais on sait pas. Et c'est quoi l'après? Qu'est-ce qu'on fait? C'était un trou noir. Hein, il y avait juste un point d'interrogation et c'est tout. Hein, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et en fait, pour moi le futur, tout est écrit. Pour moi, c'est déjà tout tracé. Et en fait, les rencontres jouent énormément. Et bien sûr. il n'y a pas de hasard. J'ai eu la chance après de partir en Bretagne quand je travaillais en tant que maître d'hôtel pour passer du temps en vacances avec ma maman. J'ai acheté un livre d'un mec qui avait traversé l'Amérique en courant d'Alaska à Terra del Fuego. Il avait fait 24 000 kilomètres en courant. Et c'est parce que j'ai acheté ce bouquin et que j'ai lu le synopsis derrière qui m'a paru très intéressant avec des valeurs en fait qui me correspondaient. J'ai ramené le bouquin à la maison, je l'ai lu toute la nuit. Et en fait, je trouvais ça passionnant parce qu'il parlait de partage et de rencontre. Et c'est ce que je trouvais passionnant, moi, dans mon métier de la restauration, c'était le partage et les rencontres. Et en fait, ça a été le coup de pied au cul, quoi. C'était, bah attends, il l'a fait, pourquoi je peux pas le faire non plus? Et, euh, et en fait, je voulais, en fait, ça a été un enchaînement. Ça a été la restauration, j'en avais marre, je voulais arrêter, je voulais passer à autre chose. T'es pointé du doigt parce que tu n'es que un serveur. Et puis, aux yeux de mes parents, c'était jamais assez. Euh, T'es que serveur, voilà, tu pourrais peut-être penser à faire autre chose, etc. Et je voulais en fait que un jour mes parents puissent être fiers. Et c'est toujours important d'avoir la reconnaissance de ses parents et qu'ils puissent dire, mais je suis fier de mon gamin, je suis fier de ce qu'il a fait. Et je serais heureux de dire un jour, je suis fier de mon gamin, de ma fille, je suis heureux de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Et en fait, ça me manquait ça. Et c'était peut-être alors c'était très personnel hein, d'avoir traversé l'Australie en courant, mais je pense que c'était un tout, c'était pour leur montrer que Rémi, il n'est pas que maître d'hôtel, hein, et il va vous montrer qu'il sait se dépasser. Et vous allez voir, hein, ça va être... et tu vois, l'Australie, j'aurais pu aller jusqu'à en mourir. J'en avais strictement rien à foutre. Ah oui, tu avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Je voulais montrer que j'étais capable de faire bien plus que la simple restauration, être maître d'hôtel, que peut-être que tu vois inconsciemment je pensais à ce professeur parce que il a jamais voulu que je fasse
des études en géologie, etc. Et j'étais capable d'aller presque à la perte, tu vois, d'aller jusqu'à plus qu'à mes limites, juste pour montrer que j'étais capable de faire de belles choses et de grandes choses. Donc là, tu t'es mis dans un mode illimité. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette bascule où tu te limitais dans cette condition de serveur qui te convenait plus finalement, qui t'a convenu à un moment, mais au bout d'un moment où tu t'es senti limité dans l'image finalement que tu pouvais avoir de toi, ou rien que dans l'expérience personnelle. Et là, t'as basculé dans l'illimité. Tu t'es dit non mais en fait moi aussi je peux le faire, moi aussi je suis capable de grandes choses, donc on y va quoi. Et là commence donc la préparation de ton expérience en Australie. C'est ça, c'est ça. Et je crois une sacrée préparation, il me semble. Ouais, c'était très très compliqué parce que je me suis entraîné pendant 8 mois. Tu montes un dossier de présentation. Mais c'est particulier parce que là, on fait un podcast, mais il faudrait que tu puisses interviewer le Rémi quand il avait 25 ans, parce qu'il n'aurait pas les mêmes réponses. Parce que là, je te parle d'une certaine façon, parce que je vois comment on fait pour monter une aventure, un projet. On fait un dossier de présentation, etc. Il faut des visuels, il faut de la vidéo, il faut de la photo. Enfin, on doit raconter une histoire, un storytelling, il y a une aventure humaine, etc. Mais ça, quand j'avais 25 ans, mais laisse tomber, quoi. Monter un dossier. Ouais, le dossier, je crois que je l'ai encore. J'en ai gardé un. Je me suis dit, je garde ça, on sait jamais. Et des fois, je le regarde, tu sais, il y a des fautes partout. La présentation, elle est pourrie. C'est nul, c'est nul. Mais c'est un super souvenir parce que ce sont que des expériences et maintenant j'ai de l'expertise. Et ça, c'est différent. Et, euh, et il a fallu que je monte tout ça tout seul. Et quand tu allais démarcher des partenaires et tu as ton dossier à la main et tu arrives et tu tapes aux portes des entreprises et tu leur dis, voilà, je vais traverser l'Australie en courant, sans assistance, avec une petite remorque et en totale autonomie. Vous faites combien de kilomètres? Je fais 5400. Je vais aller voir des communautés aborigènes. Ok. Eh bien, vous pouvez laisser votre dossier et puis on vous rappellera, monsieur. Mais il rappelait pas, c'est con. Et j'ai dit, mais pourquoi il rappelle pas? Je suis sincère, je suis honnête. Je vais vraiment le faire. Hein. Et en fait, c'est là où il y avait cette barrière, où on parle d'avoir de l'expérience. Et il te faut une image, tu vois, pour que tu puisses être crédible en soi. Et ça a été un vrai calvaire au tout début parce que personne te fait confiance, mais j'ai rien lâché. J'ai tout fait à fond, je m'entraînais et j'étais encore maître d'hôtel. Hein, je travaillais dans la restauration, donc je courais le matin, je partais ensuite travailler, je partais à la salle de sport l'après-midi, je courais la nuit. Enfin, c'était du n'importe Ah quoi. oui, Ouais, tu ouais, dormais jamais quoi. ouais, c'était du grand n'importe quoi. Là, il y a des risques de blessures, tout ça, Il y avait non? des risques de Non? blessures, c'est ça qui est assez ouf. Je me dis que le corps humain est super bien fait et que il savait qu'il fallait pas que je me blesse. Alors, c'est un peu bizarre comme sensation, mais Non, mais ça fait j'ai sens. tellement couru, je crois que j'ai fait plus de kilomètres à m'entraîner pendant 8 mois que à courir en Australie, tu vois. Mais j'en ai parlé par la suite avec un ami qui était coach sportif, avec qui on a travaillé pendant longtemps sur la suite de mes aventures, et puis un autre coach avec qui je travaille ici également. Et je leur ai dit, mais j'ai fait tout ça sans avoir aucune connaissance du corps humain, ni du coaching, enfin, je savais pas du tout. Je faisais ça au ressenti. Je partais courir avec une remorque, je partais courir l'hiver. Enfin, il y avait aucun sens, il y avait aucune planification, aucune organisation. La seule chose que je savais, c'est que j'allais être à Melbourne en octobre 2011 pour faire la traversée de l'Australie. Ça, je le savais. Le reste après, je me suis débrouillé comme j'ai pu pour monter ce projet et réussir à partir en Australie. Et justement, parce que tu disais que c'était difficile au niveau des dossiers là avec les partenaires. Qu'est-ce qui a fait que finalement ça a été possible octobre 2011? Parce que j'ai charbonné pour retrouver les partenaires, leur expliquer pourquoi je faisais ça. Et au début, bah, tu reçois un petit chèque, etc. Et vu que c'était ma première aventure, en soi, il n'y avait pas un budget très très important. Donc, il y avait le billet d'avion, il y avait un peu de construction, un peu de matériel. Enfin, c'était assez basique. Donc, je pense que tu vois, un petit entre 5 et 10 000 euros, je pouvais partir faire mon truc.
Donc ça a été relativement simple, mais de pouvoir démarcher et présenter et que une personne en face te regarde droit dans les yeux et te dise j'ai confiance en vous et je vous aide. Mais putain, ça fait du bien. Te dire il y a quelqu'un qui croit en moi. Ça, c'est cool ça. Le mec il me connaît pas, hein. Il sait pas qui je suis. Je lui dis que je suis serveur, je suis maître d'hôtel, que je vais faire l'Australie en courant. Le mec il dit ok, vas-y, je te donne un billet de 500 balles. C'est rien, mais quand c'est ta C'est un première début. aventure, tu fais waouh, trop fort. Le mec il croit en moi. Et j'ai gardé contact avec plein de personnes avec qui j'avais fait l'Australie en courant, des personnes que j'ai revues. J'en ai même cité un dans mon livre. Il y en a un, je me rappellerai toujours, quand j'ai construit ma remorque, par exemple. Euh, on était parti avec mon papa dans un magasin de dépôt, etc. C'était le roi Merlin pour pas les citer. Et mon père, on rencontre un de ses amis qui lui dit ouais, achète pas ici, la qualité elle sera pas suffisante pour pouvoir construire ce que tu veux. Tu devrais aller voir une autre boutique qui s'appelle ThyssenKrupp et ils font de l'aluminium aéronautique. C'est du top qualité quoi. Ok, on rentre à la maison avec rien, c'est génial. On s'est levé pour pas grand chose et on finit de manger ensemble et je me lève, il me fait tu vas où? Je fais bah je vais à ThyssenKrupp. Il l'a dit ton pote. Bon, et je suis parti là-bas avec mon dossier à la main, sans aucune idée de ce qui allait se passer. Et je me suis garé, je suis resté 20 secondes derrière mon volant, dire putain mais ça va jamais marcher. Enfin, personne ne me croit, ça marchera pas. Allez, on s'en fout, on y va. Et j'ai claqué la porte et je suis sorti, je suis rentré dans le sas, je suis tombé sur une secrétaire qui m'a dit non, ça nous intéresse pas. Bon, je le savais, hein. Sauf que la porte qui était en face était ouverte et le directeur commercial de la boîte était en rendez-vous avec deux clients. Et là, je l'entends, il fait et il veut traverser quel pays en courant, lui? Je fais l'Australie. Et je le voyais pas, il était derrière son mur, fait. Et je l'entends, il pousse sa chaise et je l'entends arriver comme ça. Et il passe à voir, il fait bonjour, Laurent Debré. Je fais Rémi Camus. Il fait m'en rentrer 2 secondes. Je suis rentré avec lui, j'ai expliqué mon truc, il fait ok. Il regarde ses deux clients, il fait vous bougez pas, je m'occupe de lui, je reviens tout de suite. Il me donne un casque de chantier, il fait c'est parti. Et on descend dans l'entrepôt, il fait bon t'as besoin de quoi? Il fait bah j'ai besoin d'une construire une remorque pour pouvoir la tracter en Australie, pour emmener tout mon matériel et j'ai besoin d'aluminium. Il fait ok. Il appelle son mec, il fait viens ici avec le Fenwick, tu m'attrapes les 4 plaques qui sont là-haut, ça. J'avais une petite voiture, on a tout mis dedans, il fait voilà, vas-y, amuse-toi et reviens vivant. Merci Laurent. Et j'ai gardé contact avec lui, je suis revenu le voir après mon aventure et je lui ai parlé de mes autres aventures, etc. Et en fait, tu te dis, enfin, enfin, tu vois, il y a des gens qui te font confiance, c'est cool. Et des années après, il me l'a dit, hein, il m'a dit, bon, je te cache pas que quand je t'ai donné les plaques d'aluminium, je te dis quand même, je vais aider un mec qui va peut-être mourir en Australie. Bon, je ne savais pas si t'allais rentrer vivant, mais j'étais content quand même. Et c'était cool, tu Ah, vois, il y a cru. d'avoir quelqu'un qui puisse t'aider et te dire, bah, il croit en toi. C'est ça, je pense qu'aussi c'est, tout ce chemin-là dans l'aventure où tu dois, être dans un mode d'accepter l'aide et en fait, finalement, tu as une sorte de perte de contrôle sur, l'avenir de ton expédition parce que tout va dépendre de ces gens-là, tu vois? Qui vont enfin, tout, pas tout, mais une partie, Une du partie, bien moins sûr. pour le matériel, qui est hyper importante, qui est pas négligeable et je pense que c'est pas évident, pour beaucoup de monde d'accepter ça, tu vois? D'accepter cette absence, de contrôle sur, voilà, en fait, tu as besoin d'aide, tout simplement et Et donc le but, c'était c'est d'aller la assez chercher. ouf quand c'est ta première aventure, mais c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'ai en coaching ou en stage de survie. Je leur dis, vous savez, la meilleure chose pour pouvoir avancer, c'est d'avoir un vrai objectif. Peu importe ce que c'est, mais avoir un objectif. Si vous avancez sans objectif, à un moment donné, ça s'arrête. Et en fait, des gens que je prends des fois en coaching sportif, parce que je suis également coach sportif à côté, avant de commencer à se lancer, je leur dis c'est quoi votre objectif? Et en fait, quand les gens me disent bah en fait je veux juste perdre du poids, je dis c'est pas un objectif ça. C'est une conséquence qui est logique, c'est que si tu vas faire du sport et que tu manges bien, tu vas perdre du poids.
mais c'est quoi ton objectif derrière ça? Et je sais pas. Je suis bah reviens avec un objectif et on en reparlera. Et en fait, les gens, quand ils reviennent avec un vrai objectif, je sais pas moi, vouloir faire un marathon, vouloir faire, eh bien là, il y a un vrai objectif. Et en fait, on va se dépasser et on va oublier le fait de je veux perdre du poids parce que en soi, c'est pas assez fort et te dire je vais je vais me mettre en action parce que je veux faire un marathon. Et en fait, c'est là-dessus où où j'appuie vraiment et que je leur explique que mes aventures, elles ont été possibles parce que j'y croyais dur comme fer. Et j'étais déterminé comme jamais d'y arriver, peu importe. Quand j'ai fait le Tour de France à la nage en 2018, les gens qu'on rencontrait me disaient mais si on vous aide pas là, vous faites quoi? Je dis bah le 1er juin 2018, avec ou sans vous, je suis à Dunkerque et je nage. Je fais il n'y a pas de Négociation. négociation. Que vous soyez dans l'aventure ou non, je serai en train de nager le 1er juin. Et les gens te regardent et je fais, eh oui, j'ai ça en tête, hein, vous inquiétez pas. Donc certes, si vous apportez un budget qui est intéressant, conséquent, qui va nous aider, on fera différemment, on fera de plus grandes choses. Mais le 1er juin 2018, je serai dans l'eau à nager. Et en fait, c'est ce qui manque souvent aux personnes, c'est d'avoir ce petit objectif qui leur permet de dire, mettre des étoiles dans les yeux, qui te permet d'avancer et de te dire je le fais pour quelque chose qui me passionne. Ça, c'est quand on a un pourquoi qui est fort, on trouve le comment. Oui. Ça, c'est sûr que c'est super important. Et alors, bon, quand même si finalement là, tu te limitais plus, là, on est vraiment plus dans la croyance limitante, là, on est dans l'illimité à 1000%. Est-ce que tu as quand même eu cette peur de l'échec? Et à quel moment? Et si oui, comment tu l'as surpassé? Ah, c'est une très bonne question parce que je sais pas du tout si j'ai déjà eu peur de l'échec. J'avais peur de l'échec peut-être au début, quand j'ai commencé à mettre en place le projet de l'Australie, me dire, est-ce que Rémi, tu es capable de faire ça? Et même mes parents me posent la question, mais t'as jamais fait de course à pied, t'as jamais fait de compétition? T'es sûr que tu vas faire 5400 km en courant, sous 50 degrés, avec ta remorque de 40 kilos, tout seul, sans personne? Et 40 kilos, punaise. Ouais, et si tu te fais mordre par un serpent? Et s'il y a une araignée, etc., tu fais comment? Je sais pas, on verra. Aspire venin. Ça sert à rien. Non, surtout pas faire ça. Mais Ah ouais? vaut mieux s'allonger et immobiliser le membre et appeler les secours plutôt que d'essayer d'extraire du venin qui va repasser dans les tissus et qui va détruire tes tissus plusieurs fois. Donc voilà, faut pas le faire. Ok, je note. Vaut mieux garrotter, immobiliser le membre, s'allonger pour ralentir son rythme cardiaque et appeler les secours. Mais bon, en D'accord. Australie, les serpents mortels, il y en a beaucoup et l'espérance de vie, elle est plutôt courte. Donc je savais pas si j'étais capable de faire ça. Et en fait, la phase de préparation dans une aventure, mais peu importe qu'elle soit une aventure, une exploration physique, hein, ou une aventure entrepreneuriale en entreprise, peu importe, la phase de préparation, elle est, pour moi, c'est ce qui vaut 90% de la réussite de ton projet. Tu as besoin de faire une vraie phase de préparation et c'est ça qui va te réconforter dans le fait que je vais y arriver et il y aura jamais une réussite à 100% parce que ça n'existe pas de faire un projet à 100%, faire ah franchement on a fait le projet mais en fait il était parfait. Mais je connais personne qui te dit mon Non, projet non, était non. parfait parce qu'il y a Ça évolue, toujours plein d'aléas. bien sûr. On, on dit toujours en moyenne c'est 70% de préparation et il y a 30%, et c'est drôle que tu vois qu'on parle de ça, parce que j'avais fait une conférence sur le hasard, où on parlait de ça, sauf que moi j'appelle pas ça le hasard, j'appelle ça la chance. Donc je vais déjà orienter mon mental vers quelque chose qui est positif, donc j'appelle ça la chance. Et il y a 30% de chance. Mais la phase de préparation est extrêmement importante sur une aventure, et c'est ce qui te réconforte de te dire, il y aura, il peut pas y avoir d'échec en soi parce que, et c'est ce que j'essaye d'inculquer aux gens, je leur dis que tu sois le jour 1 ou l'arrivée de ton aventure,
tant que tu as tout mis en place de ton projet et que le jour J, le jour du départ, tu sois au bord du chemin prêt à faire ta course à pied, à la ligne de départ, au bord de la piscine, peu importe, mais t'es là, bah en fait, t'as déjà réussi. Parce que après, tout le reste, c'est que du plus. Il peut arriver tellement de choses. J'aurais pu ne pas finir l'Australie en courant. J'aurais pu, alors je me suis fait mordre par une araignée, j'ai eu plein de problèmes, etc. Mais ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu y laisser la vie, j'aurais pu revenir avec une jambe en moins. Enfin, il y aurait pu y avoir plus de difficultés. Mais je suis arrivé à Melbourne le jour J et j'étais avec mon équipement, ma remorque, le 8 octobre 2011 et j'étais là et j'étais prêt. Et j'étais prêt à partir. Et en fait, en soi, l'échec après, il peut être que avant. Mais pendant, il n'y a plus d'échec pour moi parce que tu as déjà fait toute la part du taf. Et après, c'est que du plus, c'est que de l'expérience. La différence entre, par exemple, un sportif de haut niveau et un aventurier, entre guillemets, explorateur, c'est que le sportif, il est là pour faire un chronomètre et un temps. Donc, il va avoir toute une équipe autour de lui pour réussir à faire ce temps. L'aventurier, lui, il va faire en fonction des éléments. Il part des fois à l'inconnu et c'est son trajet, sa journée qui est bien plus importante que sa destination. Et donc, le fait de se lancer, même si tu le fais que pendant une semaine, eh ben, c'est pas grave. Tu l'as fait, tu t'es lancé et que tu pourras utiliser ça et te dire, si je dois le refaire, je sais ce qui s'est passé, ma préparation était bonne, j'ai tout fait, mais pendant, il y a eu ça qui m'a arrêté, je sais pas, une problématique, tu te fais arrêter pour un contrôle de police complètement qui a rien à voir. Enfin, il peut y avoir 15 000 raisons qu'on t'arrête pour te dire stop, tu vois, on veut pas te faire passer sur un pont, tu dois changer d'itinéraire, il y a plein de raisons. Mais tu sais que toute ta phase de préparation était bonne. Et une fois que tu as accepté ça et que tu te lances, et bien après c'est que du plus, et après c'est de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, et tu accumules ça par la suite, et tu reviens, et maintenant tu as une expertise, et tu sais comment mettre les choses en place. Donc je sais pas si on peut parler de la De peur de peur l'échec. oui. Euh, Un manque de confiance peut-être, mais en tout cas, le moyen de le surpasser, ça va être de préparer, tout simplement, et d'avoir confiance en cette préparation et d'accepter le fait qu'il y ait ces 30% donc d'imprévus. Je crois il me semble que quand tu as traversé le Mékong, tu as eu un contrôle police justement un peu compliqué. sûr. Et ça, je savais pas du tout, c'était pas écrit dans la préparation du dossier, tu vois. Et après, planifier une aventure sur 6 mois, mais c'est juste impossible. On peut pas planifier sur 6 mois. On va planifier sur 3 semaines, un mois. Mais après, il y a tellement d'imprévus, d'aléas, les conditions climatiques qui changent. Je me suis chopé des orages monstrueux où t'as des montées des eaux énormes, t'as des troncs d'arbres qui passent. Ils ont fait sauter 2 pans de la montagne parce qu'ils construisaient un barrage. Mais 2 jours plus tôt, bah, c'était bon. 2 jours plus tard, c'était plus bon. Enfin, donc il y a vraiment, il y a plein d'aléas qui font qu'à un moment donné, bah, il faut modifier tes plans, etc. Et tu le fais en cours de route. Donc je savais pas que j'allais me faire arrêter pour trafic de drogue, trafic d'armes et espionnage. C'était pas écrit ça. Ah oui, oui, et aussi le coup de la montagne qui va exploser, ça m'avait particulièrement touchée parce qu'en fait, tu as senti les choses et tu as pris la décision de ne pas passer sous ce pont là dont tu parlais. Et après, il y a un Chinois qui t'a dit, heureusement que Non, tu n'y es pas allé parce que en fait, je suis arrivé sur une portion où mon, mon préparateur en eau vive m'expliquait que si tu es sur une rivière et que le courant va très vite et qu'il se lisse à la surface, c'est qu'il y a une dépression en face qui vient tirer l'eau vers le bas parce que ça accélère le courant. Donc si c'est le cas et qu'il y a du bruit en aval, mets-toi sur un côté parce que il peut y avoir une chute d'eau, quelque chose qui vient accélérer le courant. Effectivement, sur mon GPS, ça indiquait, je crois, 43 km/h. C'était quand même relativement vite, tu vois. assez vite. Ouais. Et ouais, ça lissait, il y avait des petites vagues, ça allait très très vite. Et j'entendais un bruit énormissime sur l'eau. Je fais bon, on va peut-être se mettre sur le côté parce que j'ai l'impression que c'est gros. Et effectivement, quand je suis arrivé, ça faisait une grosse chute d'eau. La rivière qui s'appelait la Lansang River, avant de devenir le Mekong, faisait 25 mètres de large, mais ça faisait
une chute d'eau d'environ 10 mètres, mais un truc monstrueux, hein. Il y avait un gros rappel et ce qu'on appelle la marmite. Donc c'est le champignon qui est créé parce qu'il y a, avec la dépression, faisait presque 200 mètres de diamètre. Un truc énorme. Ah oui. Et donc je suis sorti de l'eau et en fait ils construisaient un barrage derrière, ils avaient mis des blocs de béton et toute l'eau passait ensuite dans des canaux de dérivation qu'ils avaient percés dans la montagne. Donc certes, ça m'est passé vite fait à travers l'esprit de me dire je vais passer dans les tuyaux, ça va être fun. Ça a duré à peu près moins d'une demi-seconde, tu vois. J'ai dit Ok. ça c'est une grosse connerie, on fait pas. Ah, Et j'ai d'accord. pris mon bazar et je suis monté sur la route et c'est là où il y avait des Chinois ingénieurs qui étaient sur la route qui m'ont crié dessus pour revenir et je suis venu avec tout mon bazar, mes palmes, tout ça en train de courir et je suis dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, don't move. Et mais comme dans les films, tu sais, j'ai l'impression que les mecs ils savaient que j'étais là et que j'allais sortir quoi. Et là la sirène a retenti et les deux pans de montagne sont tombés là où je nageais quoi. Et vous êtes une barge les gars et tout, et je fais mais je nageais et tout, je fais, mais personne nage. Je dis bah si, moi. Et c'est là où je me dis que j'ai soit une bonne étoile, soit, comme tu dis, ressentir les choses, tout ça. Et ça a été, on fait dans l'aventure, il y a très peu entre guillemets de place à l'imprévu parce que on a qu'un seul jeton. Si on se loupe, bah, ça peut être la mort. Donc on essaie toujours que les choses soient faites parfaitement et on analyse les choses. Quand des fois il y avait des portions très très techniques à passer en rivière, je m'arrêtais et des fois je pouvais rester presque 1 heure sur le bord de la rivière, dire ok donc si tu passes là, tu fais ça comme ça, là là là, tu peux te faire aspirer ici, mais là si tu passes là, tac tac tac, ok si tu passes ici comme ça, tac tac là, et j'analysais en fait tout le scénario possible, dire et ensuite je me dis, j'ai 30% de chance ici, là j'ai 50, là j'ai 80, voilà. Et après, tu prends ta décision. Et sur toutes mes aventures, j'ai j'ai eu quelques difficultés, des araignées mordues par des araignées, enfin des trucs, j'allais dire bénins en soi parce que ça fait partie du décor, mais j'ai jamais eu de vrai danger. Et, euh, et tu vois, c'est pour te dire, là, tu vois, alors, ils vont pas le voir, mais j'ai une cicatrice sur Cicatrice, l'avant-bras et effectivement. je me suis sectionné les tendons, l'artère et le nerf en skiant sur une piste bleue, ici, en France, en vacances. Ah Parce ouais. que le fait de relâcher complètement et de pas Ouais, avoir son attention fait qu'à un moment donné, bah, tu peux tu rencontrer des difficultés. Donc, c'est ça. D'accord. l'aventure, je pense que la préparation, c'est la clé de la réussite de tous les projets et c'est ça qui fait que l'échec, on va comprendre l'échec si on pourra pas revenir sur soi et se dire merde, j'ai pas réussi parce que du coup on va revenir en arrière de dire bah, c'est parce que ma préparation n'était pas bonne. Effectivement. Mais si tu as tout préparé, que tu as mis les moyens nécessaires et que tu as analysé ton sujet, etc., en fait, l'échec, il est facilement acceptable parce que j'ai tout mis en œuvre et ça a fonctionné. On s'est lancé et ça a marché. Maintenant, il faut juste que il y a eu des aléas pendant l'aventure et c'est ça qui m'a mis des bâtons dans les roues. Et malheureusement, bah, c'était imprévu. Je savais pas que ça allait arriver. Donc maintenant, il faut que je puisse bah, peut-être modifier l'heure à la fin le temps pour lequel je vais le faire. Peut-être que c'est pas sur le printemps, mais c'est peut-être plus sur l'été, etc. Et je vais ajuster mon truc pour que la prochaine fois, ça soit parfait. D'accord. Mais est-ce il y a pas justement dans cette notion d'imprévu, parce que pour ceux qui écoutent, c'est important je pense, de mentionner quand on part d'une croyance limitante, par exemple, de je vais pas tout contrôler, il peut m'arriver n'importe quoi, etc. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment de parvenir à dépasser cette peur et cette croyance qu'on va pas réussir à tout contrôler en faisant confiance à son intuition, en faisant confiance, en s'imprégnant vraiment de l'élément et en se disant qu'on n'est pas déconnecté, si tu veux, du moment et de la nature, qu'on est dans le moment. Et c'est là finalement qu'on arrive aussi à se rassurer. Est-ce que ça, tu l'as ressenti vraiment? Oui, mais c'est extrêmement important d'être capable d'accepter qu'il y a une part d'imprévu, ce qui est pas forcément facile. Il y a certaines personnes qui adorent tout maîtriser et de se laisser porter par les choses. Tu vas rencontrer des personnes dans tes aventures. Lorsque j'étais sur le Mékong en Australie,
Mais tu peux pas décider de dire non, je fais comme ça. C'est eux qui t'accueillent, donc tu te laisses porter et il faut se laisser porter. Et après, je pense que la meilleure, en tout cas pour ma part, la meilleure arme, c'est le sourire, c'est la communication Ah, et c'est le fait intéressant. d'être drôle et d'être et de montrer à tes hôtes ou aux personnes que tu vas avoir en face de toi que tu n'es pas quelqu'un de dangereux et que tu peux pas leur faire de mal. Je raconte souvent cette anecdote, tu vois, le petit piment rouge que je mangeais sur le Mekong, où les gens t'invitent à table et pour casser le fait de rencontrer un homme blanc, alors je suis pas immense, je fais qu'1,82 m, mais en Asie ça paraît très Quand grand, tu même. vois, Oui, quand même. et de voir quelqu'un très barbu avec une combinaison noire, t'as l'impression que c'est Batman mais dans l'eau, enfin un homme grenouille, qu'est-ce que c'est que ça? Donc forcément ça fait peur. Et quand tu fais le repas, il y a forcément du piment à table parce que c'est leur tradition. Et tu sais que ça va piquer et tu sais que tu vas pleurer, mais tu t'en fous, tu le fais, tu prends le piment et tu le manges devant eux et tu te mets à pleurer comme une madeleine. Et là, ça casse tout de suite un mythe de dire ah il est méchant, mais il est pas méchant, il est très con. Regarde, il bouffe un piment. Et pourquoi il a mangé le piment? Et en fait ça, tout de suite, ça remet les choses beaucoup plus à plat. Et après, tu joues avec ça. Moi, je m'amusais à manger le piment, ou des fois, je le prenais et je faisais semblant de le mâcher comme ça. En fait, je le mettais ma bouche, tu vois, à l'intérieur. Et je faisais, après, je le décalais sur la langue et je l'avalais entièrement. Et eux, ils pensaient vraiment que je l'avais mâchouillé. En fait, je l'avalais cru. Et tant que tu le casses pas, eh ben, en fait, t'as pas ce côté piquant. Ah, Donc j'en prenais un, ah oui, deux, trois, d'accord. quatre, cinq devant eux, et là ils te regardaient avec des grands yeux, mais genre, waouh, t'as le blanc, il mange des piments comme ça, et il pleure pas. Et du coup les mecs ils comprenaient pas, ils prenaient des piments, ils mangeaient, et hop ils se mettaient à pleurer. Et moi je derrière, je fais, ouais. Et du coup une fois que tu leur montres et que tu leur fais voir la supercherie comme ça, que tu mets dans ta bouche, du coup ils se mettent à rigoler. Et du coup ils s'amusent à le faire entre eux, etc. Et tu casses un truc. Et pour moi c'est la chose la plus simple, c'est de travailler cette communication et puis ce côté voilà d'être souriant vers les autres et d'être drôle. Et ça m'a toujours aidé pour me faire porter par les éléments quand je partais au milieu de nulle part. Ouais, c'est très puissant ça, ouais, de parvenir à dépasser ça par l'humour. D'accord, super, super anecdote. Hem et alors, est-ce que tu écoutes souvent ton intuition ou tu fais plutôt confiance à ton mental? Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations dans lesquelles tu as jugé que ton mental te desservait? Je fais appel aux deux parce que mon mental me permet de me dépasser dans des situations où je me sens peut-être moins bien, me dire, allez, un bon coup de pied au cul et on avance. Notamment quand je fais mes entraînements où t'en peux plus, où t'es rincé et du coup tu sais qu'il te reste encore un tour à faire de tes entraînements et t'en peux plus, mais tu te mets un bon coup de pied aux fesses et c'est là que ça travaille et tu le fais. Et après, je fais souvent appel, voilà, à ce que je ressens et et j'utilise beaucoup mes sens. Moi, j'adore ça. J'ai de la chance, c'est que j'ai un nez très développé. J'arrive à percevoir des odeurs que certaines personnes n'arrivent pas à percevoir. J'arrive à observer. Et en fait, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes stagiaires. Je leur dis, utilisez tous vos sens. Des fois, les gens, tu te promènes en forêt, vous avez vu l'écureuil là? Et en fait, non, parce qu'ils sont avec des œillères et ils oublient d'ouvrir complètement leur regard à 180 degrés pour observer à droite et à gauche. Et je fais beaucoup appel à tout ça parce que pour moi, c'est extrêmement important. C'est du bon sens, mais c'est également du ressenti. Voilà, quand je regarde une personne dans leurs yeux, des fois, j'arrive à savoir si c'est du mal ou si c'est du bien. Et quand je le sens pas, je préfère trouver des phrases polies pour leur dire je décline l'invitation et je préfère poursuivre mon chemin. Et ça m'est arrivé quelques fois où je le sens pas, je préfère. Et même s'il y avait des gens autour, ça rigolait, etc. Voilà, on prend toujours un petit recul et je me dis voilà, je sais pas comment ça peut se terminer, donc j'y vais pas. Donc je joue vraiment sur les deux, que ça soit sur le mental parce que ça m'aide beaucoup à me dépasser dans des situations où je suis confronté à moi-même
où je dois me dépasser ou accepter une difficulté parce que je suis dans une mauvaise posture et j'accepte ok, là faut te mettre un coup de pied au cul, on y va. Et je le fais. Et après, j'utilise beaucoup mon ressenti, mais presque mon sixième sens lorsque je suis avec des gens. Tu vois, le fait de toucher, de voir, d'observer, de sentir, d'écouter, etc. Eh bien, j'utilise tout ça pour analyser la situation et me dire bon, là je le sens pas et je me casse. Super, oui, ça, je pense que c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper important en fait de faire confiance à ce sixième sens Oui, pour oui, dépasser des croyances qui peuvent nous limiter. C'est exactement, ouais. Ouais, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi en voyage où je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais pas et souvent en fait, j'avais raison de me faire confiance. Donc ouais, non, c'est hyper important. bien Super. sûr. Euh, Et de développer ses sens, c'est quelque chose qui est passionnant et qui est très intéressant. Moi, je le fais en stage de survie où je demande aux stagiaires d'avoir un bandeau sur les yeux comme ça. Et ensuite, on prend deux pierres ou une tasse ou un tam-tam et je m'en vais à 200-300 mètres et je leur dis retrouvez-moi. Et ils me disent mais comme ça? Je fais ouais. Je vais faire un bruit qui n'est pas logique dans cette forêt, mais je vais faire un bruit. Il va falloir que vous me retrouviez uniquement par ce bruit. Et donc tu fais un bruit avec le tam-tam, t'as un bon. Et ils essayent de se déplacer. Et c'est toujours très drôle parce que tu les vois revenir vers génial. toi au bout de 15, 20 minutes, des fois certains pour plus longtemps. Et quand ils enlèvent le bandeau, fait ouais, mais t'arrêtes pas de courir. Je fais non, non, j'ai pas bougé. Mais parce qu'on est encaissé dans une vallée, le bruit retentit et vient percuter la pierre, etc., etc. Et cetera. Et vous êtes désorienté. Et en fait, le fait de faire cet exercice, c'est pas pour leur montrer que vous êtes mauvais à vous orienter, etc. Je leur dis, vous avez cette chance de pouvoir observer et d'avoir vos yeux. Je fais, comprenez que c'est un sens qui est extrêmement important. Mais observez et regardez. Arrêtez de regarder vos pieds, arrêtez de mettre des œillères. Regardez partout. Parce que si vous observez des oiseaux qui ont un comportement qui est complètement pas naturel à l'instant T et qui s'en vont dans une direction, bien il se peut qu'il y ait un feu qui est en train de se déclarer d'un côté ou un prédateur qui est en train de venir vers vous. Et ça, vous n'allez pas pouvoir le percevoir parce que vous n'allez pas le voir, le prédateur. Mais eux, les oiseaux, ils l'ont vu. Donc, c'est à vous de vous inquiéter, de dire, on va peut-être se mettre par là. Mais ça vous donne des indices. Et c'est ça qu'il faut utiliser tous ses sens pour faire sa propre analyse et se dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et du coup, après, c'est son sixième sens de dire, bah, là, je le sens pas, on annule le truc, on arrête. Ah super, super, merci Amy. Et alors pour finir, on approche vers la fin du podcast. Est-ce que tu peux me citer un ou deux ou plusieurs traits de ta personnalité qui te paraissent plus ou moins désagréables ou qui te limitent, mais que tu parviens malgré tout à dépasser pour réaliser tes projets? Alors, il y en a un qui est qui est bien et pas bien. Je sais pas si, mais je suis un éternel insatisfait. Et en fait, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que je refais toujours. Et le livre, par exemple, qui va sortir au mois de janvier, pour lequel on a discuté juste avant, eh bien, ça a été pour moi très difficile parce que le Rémi qui a écrit le livre il y a 6 mois, il a déjà évolué. Et donc, je suis toujours en train de regarder le bouquin, dire ah ça va pas, ça va pas. Et en fait, si tu me laissais le livre, mais en fait le livre il sortirait jamais parce que je suis toujours en train de refaire et de refaire parce que ça va pas, on modifie, etc. Mais parce que Rémi, qui avait 35 ans, eh bien, il est plus le même quand il avait 36, mais il sera plus le même quand il aura 40. Et donc, forcément, le jour où je vais avoir 40 ans et que je vais peut-être relire ce bouquin, je vais dire, mais c'est vraiment de la merde. Pourquoi j'ai écrit ça? Mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'était ma façon de penser à ce moment-là. Donc, à un moment donné, il faut être capable de lâcher prise, de dire, on arrête le truc et c'est comme ça parce que c'est à l'instant T, à ce moment-là, où tu avais écrit les choses et tu avais ressenti ces choses-là. Et des fois, c'est difficile j'aime bien, je refais souvent les choses parce que ça va pas, ça va pas, ça c'est nul, ça. Perfectionniste. Bah, je sais pas si c'est de la perfection parce que voilà, je sais
Je suis toujours en train de, non, ça, on refait. Non, même sur les tournages avec mon vidéaste Valentin, on filme, il fait, ah, c'est bon. Je fais, non, non, on refait. Il fait, oh, mais c'est bon. Je fais, non, non, on refait. Il fait, pourquoi? Je fais, non, parce que je le sentais pas dans la voix, là. Il me dit, ouais, pourtant, c'est cool, hein. Je fais, non, non, on refait, on refait. Et voilà. Et je sais que des fois, c'est un défaut et ça peut être un défaut ou une qualité parce que, bah, je perds du temps à vouloir refaire alors que c'était déjà bien et j'arrive pas à m'auto-satisfaire, me dire bon, on arrête. Putain, c'est bien, Rémi. Voilà, contente-toi de ce que t'as fait, c'est cool. Et ça, c'est un vrai défaut que j'ai par moment. Et ensuite, un autre défaut que j'ai et qui pèse sur mon entourage, et je le sais, et je me contiens énormément parce que je suis bordélique. Mais alors, ah, mais moi, tu me laisses 2 mois ici, mais moi, on a partout. Moi, je ramène les poids, je mets des barres d'haltères au sol. Il y en a partout. Je ramène mon hydrospeed. Enfin, il y en a partout. Et ça, c'est un truc, je travaille dessus, mais au quotidien, parce que je sais que c'est néfaste pour moi, parce qu'il y en a partout, mais c'est néfaste pour mon entourage, etc. Donc, j'essaye de me canaliser et de me dire, tu sors ça et tu utilises que ça. Quand je vivais, il y a quelques années, quand je vivais seul, les amis qui venaient à la maison, parce que je sais que j'étais bordélique et j'arrivais pas à me contenir, et je leur expliquais, je fais, par contre, si vous venez à plus de 6, faut venir avec vos assiettes, vos couverts, vos verres, faut venir avec tout, hein. Et pourquoi? Je fais, bah parce que moi j'ai que 6 assiettes, 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 verres. C'est tout. J'ai une poêle et une casserole. On me dit, bah, achète d'autres trucs. Je fais, ah non, parce que si j'en ai d'autres, je vais utiliser. Alors que si tu en as que 6, bah, je me limite dans mes ustensiles. Donc à un moment donné, quand tu as utilisé la casserole et la poêle, bon, faut les laver quoi. Il y a plus rien d'autre. Donc si tu veux manger, il faut les laver. Et donc ça m'obligeait voilà à structurer tout ça. Donc je limitais les affaires que je pouvais avoir chez moi. Et ça c'est ouais, alors j'ai mis du temps. Maintenant ça va un peu mieux, mais ouais, je suis bordélique. Ouais, donc tu arrives finalement si tu veux, à maintenir. Enfin, ça t'empêche pas de réaliser tes projets parce que tu en as conscience Bien et du coup, sûr. tu arrives quand même à Mais le ce qui est drôle, c'est maîtriser. que dans la vie de tous les jours, je suis très bordélique. Par contre, quand je suis en aventure, c'est c'est très carré parce que j'ai pas 15 000 ustensiles avec moi, j'ai pas 15 000 choses et tout doit être rangé à la perfection parce que quand j'ouvre mon sac, j'ai besoin de savoir que ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là et c'est tout le temps comme ça. Donc c'est très bizarre. Mais une fois que je suis encore une fois dans ta zone de confort, eh bien c'est une zone que je maîtrise où j'ai plus de lâcher prise et là, c'est tranquille. Alors que quand je suis dans une zone où je sors de ma zone de confort, bah, je suis dans un environnement que je maîtrise, mais qui me challenge un petit peu. Et donc, vu que j'ai pas envie que ça soit justement trop le bordel, eh ben, j'essaye de canaliser tout ça et me dire bon, faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est toujours au même endroit pour gagner du temps sur le soir quand tu viens faire tes bivouacs, etc. Comme ça, tu sais que tout est Mm. organisé pour gagner du temps. Donc voilà, c'est deux défauts que j'ai. Et, c'est des fois c'est chiant et c'est pesant. Euh, ça fait rire mon entourage, ça fait rire ma compagne qui est des fois qui est morte de rire. Elle me dit, wouh, le bureau est rangé. Je fais, on se détend. Je fais, si tu continues à jouer sur ce tableau-là, voilà, hein, je fais, oui, il est rangé. Je fais, non, faut quand même applaudir. Voilà, merci Rémi, il a rangé son bureau. C'est bien, il faut encourager, c'est Ouais, bien. ouais, ouais. Mais voilà, et des fois, ouais, je suis là en train le soir, je travaille, il est 22h, 23h, elle me dit, euh, c'est bon, t'as fini? Je fais, ouais, je refais un truc là. Ouais, ouais, mais tu sais que on vit ensemble, on fait pas de la colocation, hein. Donc allez, on arrête et c'est parti. Je fais, oui, bah, c'est bon, moi, j'arrive. Et ça, c'est ouais, de refaire parce que ça me convient pas, parce que le visuel n'est pas beau, parce que je me dis je peux toujours faire mieux, etc. Et des fois de regarder ce que font certaines personnes, je dis ah mais c'est trop bien tout. Non, faut que je refasse, ça me va pas. Donc je pense qu'il faut être capable de se contenter de ce qu'on est capable de faire. Et c'est pour ça que Bien j'ai sûr. pris une grosse décision cette année de déléguer énormément de choses avec des agences, avec des graphistes, avec des personnes qui travaillent sur la com, etc. J'ai fait, moi, mon boulot, c'est de faire des aventures et de faire passer des messages. Ça, je sais faire. Je fais la com, tout ça, ça me gonfle. Donc, faites.
Comme ça, au moins, chacun a son boulot. Et ça, Oui, et puis ça te permet c'est quand même super de... sympa parce qu'au moins, c'est des personnes qui sont professionnelles et ils savent faire mieux que moi et plus joli et plus rapide et plus ceci. Et du coup, bah, c'est des compétences, fais-le. Voilà. J'aime bien comprendre. Comme ça, au moins, si on a une réunion, voilà, je sais. Non, non, ça on fait pas comme ça. Non, mais je suis peut-être une quiche, mais je sais qu'on fait pas comme ça. Et du coup, ça me permet de comprendre et de pouvoir donner mon avis. Mais après, voilà, quand il s'agit de faire du graphisme, etc., je fais, faites. J'ai pas le temps, moi, j'ai autre chose à faire. Et ça me permet, voilà, de relâcher un peu là-dessus sur le fait de vouloir refaire, et de perdre du temps. Super. Mais oui, super. Et 2 dernières questions avant de terminer. Alors, quel est ton challenge actuel, Rémi, et les risques que tu souhaiterais prendre aujourd'hui? Le challenge actuel, mais en fait, je suis en train de préparer ma prochaine aventure qui est le Calvi Monaco en 2022. Et le risque que je suis en train de prendre, c'est de tout monter, de tout organiser. Et c'est passionnant parce que c'est la recherche de partenaires qui est une étape qui est très difficile, mais qui me passionne parce que on parle de rencontre et de partage et de valeurs humaines, tu vois, d'aventures humaines. Et ça, je trouve ça passionnant. Et tu rencontres des gens qui sont adorables et qui ont envie d'avancer avec toi, etc. Et c'est ce que je trouve passionnant en tout cas. Et ça, c'est une partie qui est difficile, mais qui me passionne. Et puis après, bah, il y a toute la partie entraînement, que ce soit physique ou mental. Donc, ouais, l'actualité en ce moment, ouais, c'est assez intense. Et j'ai cet objectif en tête de faire mon Calvi Monaco. Super, génial. Et alors, Rémi, question finale, penses-tu que nous sommes illimités? C'est encore une bonne question, ça. Est-ce qu'on est illimité? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous, l'humain, on se sous-estime énormément. Est-ce qu'on est illimité? J'en ai aucune idée. Par contre, je sais qu'on se sous-estime surtout parce qu'on se met des barrières sur plein de choses. En 2019, j'ai emmené des stagiaires, des personnes en Australie aller rencontrer les aborigènes et ils ont fait 400 kilomètres à pied dans le désert et personne pensait être capable de le faire. Et en fait, je leur ai dit, mais si, il faut juste avoir un peu de volonté, un bon coup de pied au cul et vous allez voir, vous allez y arriver. Et vous allez forcément arriver au bout de votre aventure et vous en serez ravis parce que vous allez vous dépasser en groupe, ensemble, vous allez partager les choses ensemble et c'est ce qui est vraiment le plus important. Et je pense que ouais, beaucoup de personnes se sentent, se sous-estiment sur leur capacité physique et mentale. Bah, super pour le mot de la fin, Rémi. Merci pour ce podcast incroyable. Merci beaucoup, Merci à c'était toi. vraiment un plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci Rémi. Merci beaucoup. Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.